Je suis le funambule et j'aborde mon fil. Je le connais par cœur, mais ce n'est pas facile. Je suis toujours fragile et puis la terre est basse. Je me dis que mon... Autour de ces pays qui ont peut-être un peu mieux géré la crise de la Covid-19, puisque si on reprend, Marie-Cécile Nave, une étude britannique publiée par le Center for Economic Policy Research et le World Economic Forum, les pays dirigés par des femmes, à savoir Taïwan, Islande, Nouvelle-Zélande, Finlande, Danemark ou encore Allemagne, présentent, en tout cas présentés jusqu'à l'été, des résultats systématiquement et significativement meilleurs concernant la gestion de la crise. Moins de morts, évolution plutôt contenue. Bon, alors ce sont deux chercheuses qui ont fait l'étude, mais ça n'enlève rien à ces résultats. Est-ce que l'espoir viendrait plus des femmes ? Alors il faut faire attention à ne pas parler d'un pouvoir masculin versus un pouvoir féminin, ne pas essentialiser les femmes en disant par nature les femmes, disons, sont plus empathiques, sont plus bienveillantes, sont plus ceci, sont plus cela, et les hommes ne le sont pas. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que dans les pays, et notamment chez les nationaux populistes, et Trump, Bolsonaro et d'autres, toujours en démocratie, la gestion de la Covid est désastreuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rejet de tout ce qui relève de la vulnérabilité, de la maladie, de l'attention à l'autre, de tout ce qui relève du care, de l'éthique du care, comme c'est une notion qui vient du féminisme d'ailleurs, l'éthique du care. Et au contraire, on est dans une valorisation de la prise de risque, du combat, une rhétorique très dure, parfois très guerrière. On le voit avec la gestion de la Covid par Trump et son refus du masque. Il se moque de Biden qui met un masque, etc. Et à contrario, vous avez des pays comme, mais c'est vrai aussi de l'Allemagne, des pays nordiques, la Nouvelle-Zélande avec Jacinda Ardern, qui est vraiment un personnage très intéressant à observer, où ce sont des pays où il y a une plus grande, notamment les pays nordiques, une plus grande tradition de parité femmes-hommes. Donc déjà, on écoute plus les femmes. On écoute plus les femmes dans ce qu'elles ont à dire sur la société, sur les politiques publiques. Or, les femmes, par leur expérience, par leur profession, souvent par leur rapport à la société civile, aux associations, elles savent qu'il faut faire attention aux plus fragiles, être dans la solidarité, être dans la bienveillance, c'est des choses importantes. Et Merkel, c'est quelqu'un qui est une scientifique, donc qui fait aussi beaucoup plus confiance à la science évidemment qu'un Trump ou qu'un Bolsonaro ou que d'autres. Et il y a une proximité, un souci de proximité avec les citoyens et de faire participer aussi les citoyens à l'élaboration des politiques publiques qu'on trouve dans les pays nordiques et qu'on a trouvé chez Ardern en Nouvelle-Zélande, non seulement sur la Covid, mais aussi sur le combat contre les armes à feu, sur les questions de développement durable. Donc c'est une autre manière de gouverner. C'est un leadership qui est, je dirais, dégenré, qui est pas du tout viriliste, mais c'est une autre manière de gouverner, plus collaborative, qui s'appuie sur la science, qui s'appuie sur les expertises de tous, qui écoute tout le monde, et c'est pas un pouvoir vertical qui décide tout seul. Donc c'est pas parce qu'elles sont femmes, plus douces ou je ne sais quoi, vous le disiez tout à l'heure, mais parce qu'elles mettent en place un style de gouvernance en rupture, avec des politiques proactives et coordonnées, une bonne communication, plus collaboratif, dites-vous. D'ailleurs, vous faites une définition de ce style de gouvernance en rupture dans votre ouvrage, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir. Et vous donnez un exemple qui est intéressant puisque vous la citez, parlons-en, de Jacinda Ardern. Vous donnez un exemple dans la réaction de Jacinda Ardern, donc en Nouvelle-Zélande, après l'attentat de Christchurch en 2019. Oui, elle a refusé la rhétorique belliqueuse, elle a refusé de nommer le terroriste, et elle a tout de suite voulu associer l'opposition à la mise en place d'une nouvelle législation limitant drastiquement le libre port d'armes, et en associant la population, en invitant la population à ramener les armes à feu, les armes d'assaut qui peuvent exister dans la population, à les ramener aux autorités. Donc tout de suite une politique de coopération, d'unité nationale et non pas d'opposition, de stigmatisation peut-être de certaines parties de la population. Avec un discours très combatif pour autant. Avec un discours très combatif, c'est pas du tout un discours doux ou gentil, c'est vraiment un leadership qui est combatif, qui est n'est pas dans la stigmatisation, par exemple, des musulmans, mais qui dit nous allons avoir une politique dure et intransigeante. Et puis ça fonctionne puisqu'elle est réélue brillamment. Donc
il y a quand même un écho. Un écho auprès de ses concitoyens. On pourrait aller au Chili également, Marie-Cécile Nave, où une forte majorité de Chiliens a approuvé dimanche lors d'un référendum l'idée de remplacer la constitution héritée de l'ère Pinochet. Et il se trouve que les féministes ont joué un rôle considérable dans ce mouvement social qui a conduit au processus constitutionnel. En fait, dans la démocratie féministe, vous nous expliquez qu'aujourd'hui, deux visions du monde s'affrontent, s'opposent. Oui, il y a d'un côté un pouvoir prédateur sur les autres et sur la planète, qui est incarné par les nationaux populistes, Trump, Bolsonaro, Orban et d'autres. Mais là, on parle juste des démocraties. Il y a évidemment d'autres types de pouvoirs, des dictatures, des régimes autocratiques, etc. Et bon, je me suis concentrée sur les démocraties. Et puis, vous avez d'autres manières de voir le monde qui sont soit incarnées par des figures de la société civile, soit incarnées par des gens qui sont au pouvoir ou qui aspirent à venir au pouvoir et qui ont un regard complètement différent sur les autres, sur la nature, sur la planète, sur les minorités, sur les femmes, qui sont incarnées par... on l'a dit, Ardern, mais Jacinda Ardern, je l'ai dit, Greta Thunberg, des gens comme Justin Trudeau, le Premier ministre... ça n'est pas que des femmes, vous le rappelez. Ce n'est pas que des femmes, Justin Trudeau, Premier ministre canadien. Et je trouve que la campagne de Joe Biden, depuis plusieurs mois, a pris cette dynamique-là. Évidemment, il est dans une opposition à Trump, mais il y a encore 1 an ou 2 ans, on voyait pas forcément Biden être dans cette dynamique-là, de faire une campagne axée sur la bienveillance, la solidarité, l'unité nationale, l'attention aux femmes, avec la promesse de mettre des femmes à des postes importants de représentation. Ça, c'est important, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de femmes au pouvoir, si c'est juste un pouvoir masculin, ça entretient l'entre-soi, ça entretient une seule vision du monde, et on se prive de regard, on se prive d'expérience, on se prive d'expertise. Et vous parliez du Chili, mais on pourrait aussi parler aujourd'hui de la Biélorussie, du Liban, du Soudan, du carré féministe dans le Irak, en Algérie, on ne peut pas parler de tout évidemment, mais au Chili c'est très intéressant parce que les femmes ont été en première ligne dans le combat pour une nouvelle constitution, en partant de leurs revendications féministes. Il y a eu un effet d'entraînement pour des revendications plus larges, et elles ont été vraiment, comme on dit en sciences sociales, des entrepreneuses d'unité, c'est-à-dire des revendications vraiment universelles contre toutes les formes d'inégalité sociale, économique, genrée, raciale au Chili. Et on voit que le féminisme est porteur d'universalité. C'est vraiment la volonté, une dynamique qui se passe aujourd'hui partout dans le monde, d'un universel qui est plus inclusif et qui est porté par le féminisme. Le féminisme figure parmi les réponses aux crises sur un plan politique, sur un plan épistémologique, parce qu'il apporte un autre regard plus ouvert, plus divers sur la complexité du monde. Il s'appuie sur la science. Il y a une très forte tradition scientifique dans le féminisme avec les études de genre qui permettent de lever certains angles morts dans l'analyse du réel au niveau national et international. On mise sur la participation citoyenne. C'est recréer aussi les conditions d'un débat démocratique serein pour combattre les polémiques bruyantes et stériles auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. C'est, vous le dites, regagner la bataille culturelle de l'émancipation et de la liberté, en un mot, Marie-Cécile. Oui, c'est la liberté de choix pour toutes et pour toutes.